Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Archimède, qui, à l'image de Léonard de Vinci ou Alan Turing, l'histoire regorge de génies ayant mis leur savoir au service de la guerre. Ainsi, lorsque l'armée romaine assiège Syracuse en 214 avant Jésus-Christ, Archimède développe des machines de guerre afin de repousser l'invasion de Rome. Vous voulez en savoir plus sur Archimède? Venez avec moi. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 1700 ans avant la Renaissance, apparaît un véritable humaniste, à qui notre science et notre technique sont encore redevables. Son exclamation Eureka, j'ai trouvé en grec ancien, n'a jamais cessé d'évoquer la figure de l'inventeur visionnaire qui a révolutionné le savoir de son temps. Cependant, à l'image des savants de l'époque, Archimède n'était pas un scientifique pur, se bornant au domaine des théorèmes et de l'observation de la nature. Les expériences qu'il a réalisées avaient souvent une application pratique immédiate, notamment dans un domaine crucial pour la société dans laquelle il vivait, la guerre. Nous ne pouvons affirmer grand-chose sur Archimède. Originaire de la ville de Syracuse, en Sicile, il est très probablement né vers 287 avant Jésus-Christ. Dans les ouvrages de lui qui ont été conservés, il se déclare fils de Phidias, un astronome qui à déjà son époque avait élaboré une théorie sur les diamètres des différents corps astraux. Sa famille appartenait sans doute à l'aristocratie, à en juger par les relations cordiales entre Archimède et Hérione, le général et tyran de Syracuse, au sens grec de maître absolu, qui a régné sur la ville pendant la plus grande partie du IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, c'est Hérione qui a soumis une énigme à Archimède. Il s'agit de vérifier si la couronne en or qu'il avait commandée à un orfèvre avait été faite avec le métal livré à l'artisan ou si l'or avait été falsifié en lui substituant une partie d'argent. Entrant dans une baignoire et observant la variation du niveau de l'eau qui en résultait, Archimède s'est rendu compte qu'il pouvait mesurer le volume de n'importe quel solide par cette méthode. C'est alors que, tel un enfant qui s'amuse d'une devinette, il aurait crié son célèbre Eureka. Il applique aussitôt cette découverte au problème de la couronne. Il prend un lingot d'or pur, du même poids que celui qu'Hérione a confié à l'orfèvre, et constate que le lingot immergé déplace plus d'eau que la couronne fabriquée par l'artisan, démontrant ainsi la fraude. Pourtant, ce n'est pas la découverte la plus célèbre d'Archimède. Dans ses observations, il trouve également le moyen de déplacer de gros volumes grâce à la corrélation et à la répartition des poids et des forces. Et surtout grâce au levier, la phrase qu'il prononce est pleine de défis. Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde. L'exemple de son père a dû éveiller chez le jeune homme une curiosité sans limite. Mais Archimède a également été influencé par d'autres grands scientifiques de son époque. Il en a rencontré beaucoup en personne lors d'un séjour en Égypte ou à la bibliothèque d'Alexandrie, qui était un lieu incontournable pour quiconque souhaitait comprendre le monde. Archimède y est entré en contact avec des intellectuels de premier plan, tels que Conon de Samos, brillant mathématicien et astronome, Dosithée, génie de la géométrie, ou Ératosthène, mathématicien, géographe et directeur de cette fameuse bibliothèque. Archimède en tiendra un contact épistolaire avec nombreux d'entre eux, jusqu'à la fin de sa vie, partageant avec eux les théories et les expériences qui l'ont fait entrer dans l'histoire. Du calcul du volume de la sphère en l'insérant dans un cylindre, à l'invention d'une vis permettant de déplacer l'eau à différents niveaux, bien que beaucoup doutent de l'attribution de cette invention à Archimède, ou encore ses machines automatiques. Les théories d'Archimède sur le contrepoids, le mouvement et le volume ont eu un champ d'application qui peut paraître inattendu. La défense militaire. Cependant, certes, contribution du brillant scientifique sicilien doit s'inscrire dans la longue tradition de sa patrie. Syracuse, qui depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ a été un centre révolutionnaire d'innovation technologique en matière de guerre. Ainsi, vers 399 avant Jésus-Christ, lors du siège difficile de la ville de Motier par les Syracusiens, le tyran Dinis Ier réunit les ingénieurs les plus innovants de son temps pour financer divers projets technologiques à caractère militaire. Ainsi est née la Gastafette,
ou arc ventral, qui doit son nom au fait que cette partie du corps humain s'y appuie. Cette puissance supérieure à celle des arcs conventionnels. Mais ces armes ont évolué pour donner naissance aux premières balistes, de grands arcs posés sur un support vertical que l'on tend au moyen de leviers et qui ont un effet dévastateur, car ils tirent des flèches pouvant atteindre 1,8 mètres de long à de grandes distances. Les balistes peuvent de cette façon balayer les défenses des villes assiégées. Grâce à ces inventions, la puissance de Syracuse devient redoutable et incontestable et fait aussi des émules. Philippe II, roi de Macédoine, décide de suivre l'exemple de cette cité en développant sa propre artillerie. Rome, qui projette une ombre de plus en plus menaçante sur toute la Méditerranée, observe également ses inventions et cherche à les perfectionner. Tel est le cas du Scorpion, une version romaine de la baliste grecque de grande puissance qui se distingue par sa plus grande maniabilité et sa facilité de transport, ce qui lui permet d'être utilisé sur le champ de bataille. De plus, les projectiles qu'il tire, de petites balles en pierre, des flèches ou des viretons, se chargent facilement, ce qui permet d'augmenter la cadence de tir. Il peut transpercer 2 soldats vêtus de leurs armures avec une portée allant jusqu'à 500 mètres. Cet antécédent à la mitrailleuse a semé la terreur parmi les ennemis de Rome pendant des siècles. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la menace du pouvoir romain se fait sentir à Syracuse. Pendant des décennies, Hieron II avait maintenu la paix avec la puissance méditerranéenne, émergente, mais à sa mort en 215 avant Jésus-Christ, les Syracusiens se rangent du côté de Carthage lors de la deuxième guerre punique. En effet, dans le but de se remettre des attaques des Carthaginois, Hannibal en Italie, et de déplacer le théâtre du conflit hors de la péninsule italienne, Rome a décidé de soumettre la Sicile, dont la position stratégique est essentielle dans la lutte contre sa rivale. Une flotte commandée par le général Marcellus se dirige vers Syracuse pour l'assiéger. Face à l'attaque romaine, Archimède n'hésite pas à répondre à la requête des différents tyrans qui succèdent à Hieron II. Le scientifique se met au service de la défense de la ville et conçoit une série de machines qui tirent des projectiles sur les navires romains. Archimède calcule à la fois la portée de ces machines et celle des troupes romaines, plaçant ces dispositifs d'artillerie sur plusieurs lignes afin de réduire la portée des flèches à mesure que les navires romains se rapprochent. Comme par ailleurs, il a prévu en réserve une énorme quantité de projectiles et de munitions, le fonctionnement de ces engins inflige de sévères dommages à la flotte romaine. Le général Marcellus lui-même avouera plus tard que ces machines étaient pires que les monstres mythologiques à 100 bras, car elles avaient détruit ses forces et il affirmait qu'Archimède avait transformé les navires romains en simples coques avec lesquelles puiser l'eau pour la mélanger à leur vin. Il est tout à fait possible que les lance-flèches d'Archimède aient été similaires aux gatasfrètes et aux balistes qui ont déjà été employés à Syracuse, mais améliorés par des mécanismes qui augmentaient leur portée et leur fréquence de tir. Les Romains, pour leur part, déploient des dispositifs tout aussi meurtriers. D'après le récit de l'historien grec Polybe, Marcellus réunit 2 quinquérèmes, des galères à unité de 5 rameurs. Par l'un de leurs côtés, puis au milieu de leur proue, il fait monter une sambuc, une machine de siège qui consiste en une très longue passerelle hissée au moyen d'un système de cordes et de poulies qu'on laisse tomber du navire sur le bord du rempart. Protégés par les grilles d'osier disposées sur les bords de la sambuc, les Romains avancent le long de celle-ci pour monter jusqu'au mur de la ville, tandis que des combattants d'autres bateaux débarquent par la poupe des quinquérèmes pour se joindre à l'assaut. Face aux assauts des Romains, Archimède dispose des engins défensifs très variés et d'une remarquable efficacité. Certains projettent des pierres sur les soldats postés à la proue du navire. Un autre dispositif redoutable se compose de crochets munis de chaînes qui se fixent sur les navires romains et soulèvent un de leurs extrémités pour incliner le bateau au moyen de poulies, le faisant chavirer ou couler et provoquant la perte de son équipage. Des appareils similaires, mais plus petits, sont placés le long des remparts, accrochant les soldats sous les murs pour les soulever et les lancer du haut, causant de graves blessures et de nombreux décès.
Mais de toutes les inventions guerrières d'Archimède, celle qui a exercé la plus grande fascination est celle des rayons incendiaires, sorte de laser rustique. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, le romain Lucrèce souligne que le feu avait déjà été utilisé comme arme. En effet, les flèches enflammées étaient aussi courantes dans les guerres de l'Antiquité que les boucliers et les lances des soldats. Archimède pousse cette idée à un niveau beaucoup plus avancé lorsqu'il crée les miroirs ardents. Des bols en métal très brillants, de forme concave, qui concentrent la lumière du soleil et la projettent sur leur cible, en l'occurrence la flotte romaine, qui assiège Syracuse. Cependant, cette histoire a souvent été remise en question par les spécialistes. La difficulté de brunir le métal de manière aussi intense a été soulignée. On a également soulevé le fait que la taille des miroirs devait être immense, compte tenu de la puissance du faisceau et de la grande distance à laquelle se trouvaient les navires ennemis, qui de surcroît étaient en mouvement. Finalement, malgré les étonnantes inventions d'Archimède, les Romains s'emparent de Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. Après presque 2 ans de siège, la forte résistance des Syracusiens pousse les légionnaires de Marcellus à se lancer dans un violent sac de la ville lorsqu'elle tombe. Quant à Marcellus, il veut connaître le responsable de ses échecs devant les murs de la ville. Il envoie des soldats à la recherche d'Archimède. Ceux-ci le trouvent occupé à résoudre un problème mathématique. Raison pour laquelle, distrait, il ignore les exigences du légionnaire qui doit le conduire à son général. Comme Archimède refuse d'obéir, le soldat réagit en le blessant à mort, sévère châtiment pour la concentration dans laquelle sont habituels plonger les savants. Néanmoins, les calculs mathématiques, les machines et les dessins conçus par Archimède servent à nous rappeler que la plume est souvent plus mortelle que l'épée. Comme on l'a vu, le siège de Syracuse est effectué par les Romains durant la deuxième guerre punique de 213 à 212 avant Jésus-Christ. Figure emblématique de la science grecque antique, Archimède s'est illustré à la fois par d'importantes découvertes en mathématiques et en physique, mais également par une série d'inventions très ingénieuses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.